Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent sur BFM Lyon. Je suis ravie de vous accompagner. On va parler à présent de cette proposition de loi présentée au ministère de la Santé par 3 associations visant à étendre l'obligation de présentation d'une attestation d'honorabilité par toute personne exerçant une activité rémunérée ou non, impliquant un contact habituel avec des mineurs. Et pour en parler, ce matin, l'invité de Bonjour Lyon, Mathieu Le Tourneur. Bonjour. Bonjour Fanny. Alors vous êtes docteur en droit, juriste pour l'association lyonnaise Juristes pour l'enfance. C'est une proposition de loi présentée par les associations Juristes pour l'enfance, Maman Louve et SOS Éducation. Elle va être présentée en Conseil des ministres ce mercredi. Ce texte sera inscrit au Parlement dès cet été par Sébastien Lecornu. Alors il y a deux choses. Il y a deux textes différents. Nous avons fait une proposition de modification législative que nous avons proposée à l'ensemble des députés et des sénateurs et également au gouvernement pour qu'ils s'en emparent. Nous l'avons fait fin avril dernier. Sur une attestation d'honorabilité qui est déjà existante, voilà, que vous voulez étendre finalement. Effectivement, l'attestation d'honorabilité aujourd'hui, elle est obligatoire dans le secteur qui est régi par le Code de l'action sociale et des familles, notamment dans le secteur de la petite enfance par exemple. Et nous, notre objectif, c'était d'étendre cela à toutes les personnes qui ont un contact habituel avec des mineurs, que ce soit des professionnels ou des bénévoles, afin de faire en sorte que l'ensemble des activités dans lesquelles on peut mettre nos enfants que ces personnels soient contrôlés au sein de ces activités. Aujourd'hui, on a proposé donc cela aux députés et aux sénateurs. Nous l'avons proposé également au gouvernement qui nous a reçus, le cabinet de la ministre Stéphanie Rist nous a reçus. On a pu échanger à la fois sur notre proposition et sur le fameux projet de loi relatif à l'enfance qui, lui, est présenté aujourd'hui en Conseil des ministres. Donc nous avons échangé là-dessus, nous avons présenté nos arguments. Elle nous a présenté également la structure de leur projet de loi. Nous ne l'avons pas encore lu puisqu'il est présenté aujourd'hui en Conseil des ministres. Donc nous attendons de voir. Nous avons eu des échanges très constructifs. Mais effectivement, comme nous ne l'avons pas encore lu, nous attendons de voir si vous êtes d'accord sur tous les points. Effectivement sur notre accord ou non avec le projet de loi et notre soutien et le soutien de nos 3 associations que sont Juristes pour l'enfance, les Mamans Louve et SOS Éducation. Alors pourquoi c'était essentiel de modifier justement cette attestation ? Eh bien en fait, vous avez aujourd'hui des gens qui sont assez bien contrôlés, donc les gens du secteur de la petite enfance, mais également par exemple les gens qui interviennent dans le contexte sportif. Le code du sport a une disposition similaire. Et puis aussi, dans le code du transport, vous avez une disposition sur les transports publics, les transports collectifs, notamment les transports scolaires. Comme les bus. Ceux-là sont assez bien contrôlés. Mais en revanche, pour tout un ensemble de personnes, notamment les fonctionnaires par exemple, il y a un contrôle du bulletin numéro 2 du casier judiciaire lors de la titularisation. Et ensuite, potentiellement, ce personnel-là ne sera jamais plus contrôlé sur ses antécédents judiciaires. Et puis vous avez aussi des trous dans la raquette complètement de gens qui sont en contact avec des mineurs et qui ne sont jamais contrôlés. Il faut bien comprendre qu'on ne peut pas contrôler quelqu'un si la loi ne le prévoit pas. On ne peut pas demander à quelqu'un son bulletin numéro 2 du casier judiciaire ou son extrait du FIJES, c'est le fichier des auteurs d'infractions violentes et sexuelles. On ne peut pas demander ce fichier-là s'il n'a pas une loi qui le permet. Donc vous avez parfois des employeurs qui aimeraient demander, qui aimeraient vérifier les antécédents judiciaires et qui ne le peuvent pas. Et donc là, tout l'objet de notre proposition, probablement du projet de loi, mais également des différentes propositions de loi qu'il y a eu à l'Assemblée nationale ou au Sénat, c'est de faire en sorte de renforcer ce contrôle des antécédents judiciaires via souvent l'obtention de l'attestation d'honorabilité, qui est une attestation qui permet de vérifier qu'il n'y a pas de mention qui serait contraire à l'intérêt de l'enfant. Comme une mise en examen, une condamnation, c'est ça ? Voilà, c'est ça. C'est parfois plus compliqué, mais c'est l'idée. Vous avez cette vérification qui est faite dans les 2 fichiers aujourd'hui, bulletin numéro 2 et le FIJES, le fichier des infractions sexuelles et violentes. Donc le but, c'est de faire en sorte que tous les personnels, nous, en contact habituel avec des mineurs, qu'ils soient bénévoles ou professionnels, demandent à l'administration une consultation de ces 2 fichiers. Nous, on propose que ce soit uniquement le fichier du FIJES, parce que c'est aujourd'hui beaucoup plus simple de faire ça.
Et que lorsque l'administration vous dit que vous n'avez rien dans votre casier, vous pouvez produire cette attestation à votre employeur. Et ensuite, tous les ans, nous c'est ce que l'on propose, tous les ans, et pour montrer que vous n'avez pas d'inscription dans ces fichiers-là et que donc vous ne présentez pas de danger pour les mineurs dont vous avez la charge. Donc un contrôle systématique et annuel envers tous ceux qui travaillent avec les enfants. C'est cela. Nous proposons un contrôle systématique, généralisé, annuel et obligatoire. Il y a une obligation aussi de mettre à l'écart après, c'est ce que vous disiez ? Voilà, effectivement, vous avez raison. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a vérifié, une fois qu'on demande chaque année l'attestation, si on n'a pas de retour d'attestation ou si on se rend compte qu'il y a des inscriptions dans les fichiers, à ce moment-là, effectivement, il faut mettre à l'écart. Nous, c'est ce que nous demandons, que ce soit inscrit dans la loi, une obligation de mise à l'écart en cas de mise en examen, de condamnation définitive ou non. On considère que dès lors qu'il y a cet acte judiciaire de mise en examen, c'est que le juge d'instruction notamment considère que le risque est trop grand que le risque est suffisant, ou en tout cas que les doutes sont suffisants pour mettre en examen une personne. Et donc nous, on considère que le risque est trop important pour les enfants. Donc il y a effectivement un équilibre à avoir entre la présomption d'innocence, qui est très importante, et la protection des enfants. Et nous pensons qu'une mise en examen constitue un équilibre intéressant pour placer cette mise à l'écart à ce moment-là. Et vous souhaitez également que l'information soit systématique auprès des familles. Aujourd'hui, les familles, elles ne sont pas forcément tout le temps au courant de tout ça ? En fait, c'est au cas par cas. C'est au chef d'établissement, au dirigeant de la structure, c'est à lui d'informer les familles, mais il n'y a pas d'obligation. Donc c'est à lui de faire preuve de discernement et d'informer des familles. Mais aujourd'hui, on voit qu'il y a un immense besoin des familles d'être informées de ce genre de choses, puisqu'évidemment, on imagine que son enfant est dans un établissement dans lequel un personnel a été mis à l'écart. Eh bien, forcément, la question, c'est qu'est-ce qui s'est passé, première chose. Et deuxième chose, est-ce qu'il, lui, a été en contact avec mon enfant, seul, dans une pièce, j'en sais rien. Et puis, afin que les parents puissent justement demander à leur enfant, s'intéresser vraiment spécifiquement à ce qu'il aurait pu vivre, et puis détecter, parce que le plus tôt on détecte ce genre de choses, le plus tôt on peut prendre en charge et réparer ce qui a été abîmé. Alors aujourd'hui, le traitement d'antécédents judiciaires ne peut être consulté que par des policiers, qui mentionne l'entièreté des infractions dont une personne est auteur ou bien dont elle a été victime. Cela pose problème en matière d'accès à l'information et protection des données. Il ne faudrait pas que les communes puissent avoir accès à toutes ces mentions, seulement celles qui les intéressent, à savoir si un candidat a été poursuivi pour des faits de violence sexuelle, pour SOS périscolaire. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce constat ? Oui, en fait, on est juriste et on est très sensibilisé à l'équilibre des droits et des libertés et de la protection en face. Donc nous, c'est la raison pour laquelle on a considéré que l'attestation d'honorabilité était un bon système et proposait un équilibre intéressant entre les droits et les libertés et puis la protection. L'intérêt de l'attestation d'honorabilité, si vous voulez, c'est que l'employeur n'a pas à savoir ce que vous avez commis ou ce que vous n'avez pas commis. L'attestation d'honorabilité, c'est on interroge l'administration qui nous renvoie un document en disant vous avez votre attestation puisque les fichiers que nous avons consultés sont vierges. Et ensuite, vous prenez votre attestation. Voilà, ils ne vont pas tout savoir. Voilà. Et vous prenez votre attestation et vous la produisez à l'employeur, que ce soit à l'embauche ou annuellement, comme nous proposons. Et donc ça permet de garantir que votre employeur n'est pas au courant des condamnations que vous auriez pu avoir ici ou là. Et vous avez demandé également une durée de conservation de 30 ans des condamnations lorsque la victime est mineure. C'est le maximum que l'on puisse faire ? Oui, aujourd'hui c'est le maximum que l'on puisse faire. Il faut comprendre que juridiquement, dès lors qu'on pense à une perpétuité ou à du très très long terme, c'est assez compliqué de passer ensuite les fourches codines du Conseil constitutionnel et puis ensuite éventuellement de la Cour européenne des droits de l'homme. Donc nous, ce que nous avons voulu, c'est de faire un texte d'équilibre qui soit équilibré pour qu'il puisse fonctionner très rapidement. C'est ça notre intérêt. Donc nous, par exemple, on a choisi de ne consulter que le fichier, le FIGES, le fichier des auteurs d'infractions sexuelles et violentes, et de laisser de côté pour l'instant le bulletin numéro 2 qui, par ailleurs,
contient moins d'informations que le FIJES. Donc on considère que la protection est plus grande par le FIJES. Mais voilà, aujourd'hui, il y a quand même un caractère d'urgence. On voit toutes les affaires qui sortent. Il y a vraiment une urgence. Rentre en vigueur, et donc on aimerait effectivement qu'il rentre en vigueur au plus vite. Aujourd'hui, la proposition de loi qui est la plus avancée, c'est celle du Sénat, qui est une proposition de loi qui est intéressante puisque elle est très simple et très générale. Peut-être trop. Il faudra voir comment elle passe la discussion publique qui est aujourd'hui au Sénat. Mais elle est particulièrement intéressante par rapport aux autres qui sont parfois plus complexes et plus sectorielles. Et le projet de loi du gouvernement a choisi de légiférer sur ce sujet-là par silo, c'est-à-dire secteur par secteur. Nous, on pense que ça engendrerait beaucoup de complexité et probablement qu'il pourrait encore y avoir des trous dans la raquette. Nous avons choisi une approche téléologique, donc dirigée vers le but, vers l'objectif. Et l'objectif, c'est de protéger les mineurs et donc de s'intéresser aux personnes en contact habituel avec des mineurs. Et justement, dans la région, grâce à votre association, est-ce que vous avez constaté ces trous dans la raquette ? Alors, chez nous, nous, on fait un travail qui est plutôt macro. On travaille sur le droit, sur la loi, sur les modifications de la loi, éventuellement sur l'obtention de mesures gouvernementales. Mais donc on n'a pas cette approche de terrain, j'allais dire micro, avec les enfants. Donc nous, on a des associations amis qui peuvent nous remonter des informations. L'association SOS Éducation et l'association Maman Louve notamment sont très en contact avec le terrain, notamment avec les parents, avec les familles. Et on a constaté en fait cette demande depuis déjà des mois. Et c'est la raison pour laquelle on a fait ce travail, qui est un très gros travail, puisqu'il a nécessité de s'intéresser effectivement à chaque profession en contact habituel avec des mineurs. Donc on est allé voir les agents d'Air France qui prennent en contact les mineurs pour les transports. Nous sommes allés voir les agents ferroviaires. Nous sommes allés voir les dispositions qui concernent les babysitters. Etc., etc. Et donc, c'est effectivement avec ces remontées de terrain qu'on a décidé de s'intéresser à cette question-là et de proposer effectivement une proposition de loi clé en main pour que les députés et les sénateurs s'en saisissent. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. On le rappelle, cette proposition de loi qui vise à mieux protéger les mineurs contre les violences sexuelles.